Présenter l'essentiel de la météo. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Picardie. Voici les titres de votre journal. Regardez cette image, les taxis de la Marne sont de retour. À l'occasion du centenaire de la bataille de la Marne, des taxis ont refait le parcours entre Paris et Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise, là où les soldats se rassemblaient à l'époque avant de monter au front. Chantilly accueillait les championnats d'Europe de polo qui ont bien débuté pour l'équipe de France. On verra cela dans la page des sports avec vous, Émilie. Oui, cet après-midi, les Français ont battu l'Allemagne 6-4. On en reparlera avec notre invité Benoît Perrier. Il est l'organisateur de la compétition. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On ira faire également un tour à la foire au fromage de la Capelle, un mini salon de l'agriculture, où, comme son nom l'indique, le fromage est roi avec une star, le maroilles. Les taxis de la Marne ont donc fait leur retour à Nanteuil-le-Haudouin dans l'Oise à l'occasion du centenaire de la bataille de la Marne. Partis de Paris ce matin, 11 taxis d'époque et une centaine de taxis actuels ont refait le parcours effectué par les 6000 soldats français en septembre 1914, acheminés donc jusqu'à Nanteuil-le-Haudouin, point de rassemblement d'où partaient les troupes au front. Regardez le reportage tourné par Maxime Guignard, Frédéric Ovas et Pierre Pachou. De ville en village, entrée en grande pompe des fameux taxis de la Marne. Les acteurs de l'un des plus mythiques épisodes du conflit 14-18. Il y a 100 ans, le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, les réquisitionne pour transporter sur le front les fantassins de la 7e division d'infanterie. Il a pu réquisitionner 1300 chauffeurs et envoyer 1300 taxis pour porter 6500 soldats. Donc ils étaient 5 par véhicule, un à côté du chauffeur, en général un gradé, 2 aux places arrière et puis un sur chaque marchepied. Des collectionneurs passionnés chérissent toujours ces Renault AG1 Landaulet roulant à une vitesse moyenne de 30 km/h. Toutes les pièces sont d'origine. Voilà. Elles sont bien sûr entretenues par les mécaniciens du musée et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de répondre favorablement à ce défi, parce que c'est un vrai défi. Et dans toutes les communes traversées, une population particulièrement sensible à cette histoire des taxis de la Marne. Il se trouve qu'un des taxis de la Marne s'est tombé en panne, c'était celui du commandant. Il était obligé les soldats ont obligé de s'être arrêtés, de pivouaquer, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, Damartin, on s'identifie énormément par rapport à ces taxis. La guerre est une affaire de petites gens et de petits paysages et on voit là l'exact symbole. Ici, en pleine campagne, au milieu de nulle part, s'est passé un fait d'armes majeur qui a sauvé Paris et qui a probablement écrit la première page de la victoire de 1918. Parti des Invalides ce matin, le convoi a roulé sur les traces des poilus jusqu'en milieu d'après-midi pour finir, comme il y a 100 ans, son héroïque itinéraire à Nanteuil-le-Haudouin, dans l'Oise. La rentrée, c'était cette semaine, mais certains lycéens s'apprêtent à faire leurs premiers pas dans leurs établissements scolaires en France et en particulier en Picardie. Dans les jours qui viennent, l'association AFS Vivre sans frontières organise des séjours à l'étranger dans une cinquantaine de pays dans le monde. Et à Compiègne, 2 jeunes lycéennes, belges et hongroises, ont été accueillies aujourd'hui. Fleur Fenouillet et Gontran Giraudot. Bonjour Reka. Reka a 16 ans et arrive de Hongrie. C'est la première fois qu'elle rencontre Marie-Pierre. La Compiègnoise va l'héberger bénévolement pendant 3 mois. Je parle français. Tu parles français un peu. J'avais envie d'accueillir un jeune ou une jeune venant de l'Europe ou même du monde entier. Voilà, c'est le plaisir des échanges culturels. J'ai mes 2 fils qui ont 26 et 23 ans, donc ils viennent de temps en temps. Mais c'est effectivement le plaisir d'avoir aussi une présence jeune. Ces jeunes invités à l'étranger, ce n'est pas une nouveauté. Le concept a été lancé par des infirmiers américains après la guerre afin de conserver l'esprit d'entraide entre les pays. Pour venir en Picardie, il y a des candidats, mais on manque de familles d'accueil. Tout est possible. Il peut y avoir des familles monoparentales, des familles retraitées, avec des jeunes enfants, sans enfants, des ados. Donc chaque fois qu'une famille se propose d'accueillir, l'association va faire une visite à domicile et on voit un petit peu si la famille adhère à cet esprit d'AFS Vivre sans frontières, d'échange interculturel, d'adaptation les uns aux autres. Ça c'est l'Oise.
Il y a 2 ponts, tu vois, 3. L'envie de partager sa culture de l'une répond au désir d'expérience et de découverte de l'autre. Pour Marie-Pierre Ereka, l'aventure a commencé. Ça m'intéresse et j'étais nerveuse, mais là ça va. Je suis vraiment contente. Maintenant, j'attends le lycée demain parce que je pense que c'est très dur au début. Mais bon, j'espère que tout ira bien. 450 étrangers en France et 330 lycéens français à l'étranger découvrent ainsi de nouveaux horizons chaque année. Je vous l'annonçais dans les titres, 30 000 visiteurs attendus à la foire au fromage de la Capelle, avec comme star le local de l'étape, le Maroilles. La foire de la Capelle, c'est une sorte de mini-salon de l'agriculture avec ses veaux, vaches, cochons, couvées. Sabine Godard, Benoît Orion. Elle s'appelle Égourdie, née à Parfondeval. C'est elle, la grande championne du concours 2014 des vaches laitières de la foire de la Capelle. Plus ronde et plus blonde, celle-ci aussi a été primée, elle s'appelle Geisha. Quand pour les primes Holstein, c'est le caractère laitier et la qualité de la mamelle qui est recherché par les juges. Pour les blondes d'Aquitaine, c'est plutôt la viande qu'on valorise. En blonde d'Aquitaine, ce qui prime surtout, c'est la qualité de la viande, la finesse de la viande. Donc le concours est beaucoup basé sur la finesse de la peau. Qui dit un cuir fin, dit un grain de viande très fin. L'élevage, exposé ici pour le plaisir des yeux, un peu plus loin pour celui des papilles, on trouve les fromages. Le premier d'entre eux ici, c'est le Maroilles. Claude Leduc en est producteur, il est aussi l'un de ses plus ardents défenseurs. D'une carrière tout entière vouée au fromage, il retient ces dernières années le film Bienvenue chez les Ch'tis. Un effet immédiat, augmentation de 30% des ventes et une dynamique persistante. L'effet du film a surtout fait connaître le fromage hors de sa région d'origine. Parce que c'est vrai que le Maroilles était très peu connu à l'extérieur de la région et maintenant il est connu partout en France. De la cave d'affinage à l'assiette, elles sont à la tâche depuis l'aube. 140 kg de pommes de terre finement tranchées, des oignons délicieusement revenus, des lardons, de la crème fraîche, 40 kg de maroilles et voici la tartiflette de tirage. Moi personnellement je ne l'ai pas encore goûté, on n'a pas eu le temps. Mais bon, apparemment les barquettes reviennent vite, donc c'est que ça doit être bon. La vache emblématique de la production de maroilles était la maroillaise, aujourd'hui disparue. Mais le fromage qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée continue d'être exclusivement fabriqué avec le lait des vaches de tirage. Changement de régime, après le fromage, on passe au sport et c'est avec vous, Émilie Montechaud. On commence près de Chantilly. Oui, à Apremont, plus précisément, où se déroule le championnat d'Europe de polo. L'équipe de France jouait son deuxième match de la compétition. C'était cet après-midi face à l'Allemagne. Les tricolores se sont imposés 6-4 et parmi les buteurs, Florent Garot. Le jeune homme est licencié au Polo Club de Chantilly. Nous l'avons rencontré avec Bernard Godard. Dernier toucher de balle avant le match, l'équipe de France s'entraîne en toute décontraction. Florent Garot, lui, savoure ses moments à domicile. Il est licencié au Polo Club de Chantilly. Jouer chez lui le met en confiance. On s'est bien entraîné, on arrive à 100%, les chevaux aussi. Je pense qu'on a nos chances, on a des bonnes chances, mais toutes les équipes sont extrêmement fortes. Et pour l'instant, on ne peut pas dire qui va gagner, même si on a quand même très envie de faire quelque chose. Depuis l'âge de 5 ans, il pratique le polo ici, à Chantilly. Dans la famille Garot, on a le cheval dans la peau. Des grands-parents à la sœur, tout le monde ou presque joue au polo. Charlotte assiste au match lorsque son frère est sur le terrain. C'est assez stressant finalement, parce que quand on regarde le match, on a un peu l'impression de le vivre en même temps. Et surtout du bord du terrain, on se sent super impuissant parce qu'on ne peut pas du tout intervenir. Et parfois, on a envie de leur crier des instructions ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est très excitant d'être là et de les encourager sur les matchs. À 22 ans, Florent Garot honore sa première sélection en équipe de France senior. Et pour l'événement, il a la chance d'évoluer à la maison. Tout le monde est venu pour l'encourager, pas forcément une pression supplémentaire. La famille, je dirais que c'est pas ça qui met la pression. Je dirais que c'est plus le fait qu'on soit chez nous et que, par exemple, nos amis les Anglais, qui viennent en France aussi pour gagner, eux, en plus, on est l'équipe à abattre. Pour l'instant, les Français n'ont pas manqué leur entame de compétition. Ils ont enchaîné 2 victoires en 2 matchs. Pour parler plus longuement de ce championnat d'Europe de polo, nous sommes avec Benoît Perrier, l'organisateur de la compétition. Alors, Florent Garot, vous le connaissez bien. Alors, c'est vrai, la France a ses chances dans cette compétition ?
Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que la France s'est qualifiée. Il reste un match de qualification, mais la France est qualifiée pour les demi-finales. Donc on est déjà en demi-finale vendredi, ça c'est une grande nouvelle. On est content pour ces 4 joueurs. C'était un pari d'avoir 4 jeunes joueurs de handicap. Et ils ont fait une très belle démonstration aujourd'hui contre l'Allemagne et un match compliqué contre la Hollande, mais où ils ont réussi à s'en sortir en checker supplémentaire. Donc oui, c'est une très belle nouvelle et on va les voir encore vendredi. Alors sportivement, c'est un gros événement, mais c'est surtout au niveau logistique que c'est impressionnant. Il n'y a que 8 équipes, mais quasiment plus de 200 chevaux, quoi. Alors en fait, on a plusieurs compétitions en parallèle des championnats d'Europe, donc c'est un grand rassemblement. Il y a 800 chevaux actuellement au Polo Club de Chantilly, avec plus d'une trentaine d'équipes. Et le championnat d'Europe, écoutez, c'est 8 équipes qui sont rassemblées, donc pas loin de 200 chevaux au Polo Club, en effet. Et alors, comment vous organisez pour accueillir tous ces gens ? Alors, on monte des écuries comme dans les jumping, les grands rassemblements, des écuries temporaires. Et puis après, bien entendu, on contacte chaque équipe pour organiser leur logement avec les hôtels. Et pour la logistique des écuries, écoutez, tout s'est très bien organisé. On a la chance, tout le monde est installé. Et puis vous avez l'habitude, c'est pas la première fois que Chantilly accueille ce genre d'événement. Le Polo Club de Chantilly a une bonne expertise aujourd'hui puisqu'on a fait les championnats du monde en 2004 et en 98 on a déjà organisé les championnats d'Europe et on organise 48 tournois sur la saison au club, donc on joue 500 matchs. Oui, on a une certaine expertise. Alors votre sport a plutôt la réputation d'être élitiste, alors est-ce que ça coûte cher de venir supporter le polo ? Écoutez, tout le monde est le bienvenu au Polo Club de Chantilly, c'est en accès libre. Nous organisons pour le 14 septembre un village pour assister au final et pourquoi pas déguster une bonne viande argentine. Il faut savoir que le polo est inspiré de culture argentine. Aujourd'hui, c'est la nation leader de ce sport. Et donc, vous aurez une ambiance latine au bord des terrains de polo et tout le monde est bienvenu pour assister à ce spectacle. Et la finale est à 15h ce dimanche. Eh bien, on tentera d'y être. Merci beaucoup, Benoît Perrier, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, Benoît Perrier. Et on continue avec l'équitation, mais du côté de Caen cette fois. Oui, les Jeux équestres mondiaux se sont achevés aujourd'hui. Et en attelage, Sébastien Vincent a terminé la compétition par l'épreuve de maniabilité que vous voyez à l'image. Sur cette épreuve, il s'est classé 26e et termine finalement à la 25e place au classement général après 3 épreuves. Allez, on revient maintenant sur le match de football de vendredi entre l'Amiens SC et Chambly. Oui, ce derby de National a tenu toutes ses promesses. Les Amiénois ont dominé la première mi-temps, mais sans pouvoir marquer. Ils se sont fait surprendre en début de deuxième période par cette tête d'Amidouba. Mais à force de défendre, les Camblisiens se sont essoufflés et Jean-Pierre Rensamé puis Oumar Pouille ont donné l'avantage à l'ASC qui l'emporte finalement 2-1. On écoute l'entraîneur de Chambly, Bruno Ludzi, et le défenseur amiénois, François Marc. Il nous a manqué 5-6 minutes. Il a fallu qu'on soit encore assez costaud. On savait que si on se faisait égaliser, après sur la fin, ça serait un peu la ruée. Alors, ça a été le cas. Et bon, voilà, on cède encore sur un penalty. Là, on a fait preuve de caractère. Et je pense que c'est ce qui nous manquait jusqu'à aujourd'hui. On était un peu jeunes dans le comportement. Donc, c'est vraiment. Moi, c'est ce point-là que je retiens au-delà de la prestation. C'est plus le caractère. D'être mené 1-0. Égalisé à 10 minutes de la fin, 12 minutes de la fin, un truc comme ça, et de remarquer derrière. Et Amiens qui remonte à la 7e place de National, Chambly est 10e. À l'échelon inférieur, en CFA, on jouait hier. Pas de réussite pour nos clubs picards, vous le voyez. L'Amiens AC s'est incliné 1-0 contre Quevilly. Défaite également pour Beauvais sur le terrain de Croix. Et Rouen-Noyon a perdu dans les dernières minutes face à la réserve de Lille. C'est un début de saison compliqué, vous le voyez, pour l'Amiens AC qui se retrouve à la 14e place du classement après les 4 premiers matchs. Rouen-Noyon et Beauvais sont respectivement 4e et 5e. Et pour terminer, on parle de rugby dans le dossier sport de la semaine. Oui, en fait, un anniversaire, celui du RC Lens, un club qui souffle ses 50 bougies cette année. Alors, comment un club de rugby a réussi à s'implanter et à perdurer en Picardie où ce sport n'est pas une tradition? Réponse avec Julien Guéry et Stanislas Madège. Des années après, le voici à nouveau foulant la pelouse du stade Marcel Levindré. En 1964, Pierre Antonicelli fonde ce qui deviendra le Rugby Club de Lens. Un pari ambitieux, 50 ans plus tard, l'essai est transformé, il ne regrette rien.
Il y a eu des moments difficiles au début parce que vous êtes crédible que lorsque vous avez terminé votre carrière finalement. Quand vous démarrez, que vous avez un projet, faire admettre dans un secteur comme celui-ci où le foot était roi, quoi. Hein, même le basket avait du mal à faire une équipe. Parler de rugby, c'était un peu saugrenu. 50 ans d'existence, l'occasion de réunir l'ensemble des présidents qui se sont succédés au club. Pour Thierry, l'actuel dirigeant, l'essentiel est de toujours marcher dans les crampons du fondateur. On est dans la continuité de ce que lui aurait bien voulu faire plus rapidement. En fait, on est quand même 50 ans plus tard. Il est certain qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup moins d'équipes, donc on jouait à un niveau plus élevé. Mais sur les bases en fait, du rugby, hein, parce qu'on peut parler de base du rugby, je pense qu'on perpétue et puis j'espère derrière que ça se pérennisera. Ouais. Et vous vous rappelez ça Sylvain? L'aventure du RC Lens est désormais immortalisée dans un livre. Bénévoles et anciens joueurs se souviennent avec émotion des bas, mais surtout des hauts, comme les 6 années consécutives en National 3 dans les années 70, inoubliables. On cherche toujours à accéder à l'échelon supérieur. Et donc oui, effectivement, dans les années 70, quand on est resté 6 ans en National 3, c'était quand même... à cette époque-là, le club n'était pas très vieux, n'avait pas tellement d'ancienneté. Et on est quand même resté 6 ans en National 3, c'est quand même quelque chose, quoi. Aujourd'hui, le RC Lens, ce sont près de 300 licenciés, une école de rugby, des cadets, des juniors et une équipe senior évoluant en division d'honneur depuis plusieurs saisons. Alors regardez, votre équipe, elle est juste là-haut, vous voyez. Donc là, il y a Guillaume et Guillaume qui sont là-haut, c'est eux qui vont vous entraîner toute la saison, d'accord ? Raphaël a débuté au club comme joueur il y a 14 ans. Après une période dans l'équipe première, le voici entraîneur et salarié. La remontée en Fédéral 3, il y songe, mais cela ne se fera pas en une année, le travail doit être progressif. Cette année, j'espère jouer un petit peu plus que le maintien en honneur pour jouer une milieu de tableau, voire un championnat de France. Et pour dans des années, essayer pourquoi pas d'aller accrocher des plages de championnat de France dans un premier temps. Et peut-être ensuite aller accrocher une fédérale sur une année ou sur plusieurs années. Et puis pourquoi pas faire une autre page de l'histoire, quoi. Objectif pour cette saison 2014-2015, renforcer les effectifs des équipes cadettes et juniors afin de former les champions de demain. Le tout dans la bonne ambiance et la convivialité qui caractérise le club depuis tant d'années. Bon anniversaire le RC Lens et rendez-vous dans 50 ans avec la section chanson. Sacrée ambiance. Et pour terminer, une image, elle nous vient du Nord-Pas-de-Calais où se tenait le Grand Prix cycliste de Fourmies. Notre Picard champion de France, Arnaud Démare, était bien présent, mais il n'a pas réussi à se frayer un chemin lors du sprint. Il termine 13e de la course remportée par le Belge Jonas Van Gensten. C'est dur à dire. Et pour terminer, vraiment un mot du programme sport de la semaine prochaine. Oui, c'est la reprise pour les Gothiques en hockey sur glace et ça commence dès mardi par de la Coupe de la Ligue. Ils affronteront Rouen. C'est à Amiens. Et puis samedi, retour du championnat, la Ligue Magnus reprend ses droits. Et là, les Amiénois se déplaceront chez Briançon, le champion de France en titre. Ça va être compliqué pour nos Amiénois. Merci Émilie, on vous retrouve demain à midi. C'est aussi du sport, les joutes nautiques. C'est une animation inaugurée il y a 2 ans à la fête au bord de l'eau dans le quartier Saint-Leu à Amiens. Elle semble avoir trouvé toute sa place dans cette fête médiévale qui attire tout de même près de 80 000 visiteurs. Julien Guéry et Bernard Godard. Grandes absentes de l'édition 2013 de la fête au bord de l'eau, les joutes nautiques sont de retour au Quai Bellu, un événement qui tombe à pic. Les joutes nautiques, un duel venu de l'Antiquité égyptienne, qui se pratique toujours à l'époque médiévale, dans le sud de la France. Point de joute à Amiens durant l'époque samaro-brivienne. Alors ici, la tradition vient de l'embarcation. Shooter avec des barques accordées, c'était notre idée, c'était une première. En 2012, un essai très concluant, la preuve, on est encore là. Réplique exacte des barques des Ortillons, Sandrine et Schlafleur ont été construites pour l'occasion par des élèves stagiaires en chaudronnerie à l'AFPA. Des bateaux qui ont de l'aluminium. Quand on m'a dit est-ce que tu peux nous faire des barques, moi je leur ai dit je vous les fais mais pas en bois, c'est pas mon métier le bois. Donc je vous les fais en métal. Et la matière la plus adaptée, voilà, c'était l'aluminium. Pour un ordre d'idée, la barque elle fait quand même 11 mètres de long. 11 mètres de long en bois, c'était une barque qui faisait 1 tonne. En aluminium, je suis à 450 kg, donc voilà, donc on est nettement plus léger, plus maniable. 8 équipes se sont jetées à l'eau pour faire le show. Le public en redemande. Les prestations sont jugées et arbitrées. Alors dans la barque, on mouille le maillot pour ramer droit. La concentration est de mise pour éviter de fauter avant de faire plonger. Pour gérer gauche-droite,
Et puis pour pas que le bateau bascule. Parce que là-haut, le collègue, il a peur aussi, quoi. Donc lui, il a peur, nous aussi, on a peur que le bateau ne se retourne pas. Ça demande de l'apprentissage ? Nous, c'est la première fois qu'on le fait. Donc après, voilà, quoi. C'est un amusement et on s'amuse très bien. Les bords du quai n'ont pas désempli de tout l'après-midi. Ces joutes auront fait des vagues et en appellent d'autres dès l'année prochaine. Quant à la chute de ce reportage, Abanois vient de tomber à l'eau. 5 dedans. Place à présent à notre rendez-vous du week-end consacré à la guerre de 14-18. Ce soir, direction Châlons-en-Champagne et hommage à un de ces citoyens qui s'est illustré pendant la guerre. Un patriote, un homme d'église, Monseigneur Tissier, évêque de Châlons-en-Champagne. Mathieu Guiraud. Nous sommes à Châlons-en-Champagne, devant la cathédrale Saint-Étienne. Le 30 août 1914, devant l'avancée allemande, les troupes françaises se replient et la préfecture de la Marne est évacuée. Le maire et le préfet quittent les lieux. Pourtant, un homme va rester sur place pour gérer les affaires courantes avec l'occupant, Monseigneur Tissier, l'évêque de Châlons. Lorsque le conflit éclate, Monseigneur Tissier a 57 ans et déjà de solides convictions politiques. Se présentant comme l'évêque du front, il transforme son éloquence en véritable arme de guerre, incitant son auditoire à défendre coûte que coûte la patrie menacée. Il devient vite l'un des chantres du patriotisme catholique. Le 4 septembre 1914, les Allemands entrent dans Châlons et réclament une contribution de guerre de 8 millions de francs. La somme est impossible à réunir. Les habitants demandent alors à Monseigneur Tissier de rencontrer le prince de Saxe à la tête des troupes allemandes dans la région. Après de longues négociations, l'évêque parvient à ramener cette somme à 500 000 francs. Monseigneur Tissier retrouve ici le rôle de défenseur de la cité, qui était déjà celui des évêques lors des grandes invasions barbares du 5e siècle. Pour son action, Monseigneur Tissier est fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Poincaré devant l'hôtel de ville de Châlons. À sa mort, en 1948, il laissera son nom à l'une des principales places de la ville. Et toujours à propos de guerre et de cathédrale, celle d'Amiens a inauguré ce week-end une exposition de photos. Des photos de grand format exposées, vous le voyez, sur les piliers qui retracent les événements marquants de l'histoire de la cathédrale pendant la guerre. Un conflit qu'elle a miraculeusement traversé intact. Voilà, des images signées Bernard Godard. L'information continue sur france3picardie.fr. Vous y retrouvez par exemple ce préavis de grève régionale à la SNCF qui court jusqu'à mardi matin. Ce préavis s'inscrit dans le mouvement de grève sur la ligne Paris-Beauvais qui dure depuis début juillet. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre attention. Le 19-20 continue avec tout de suite votre météo régionale. Cyril Jamet nous annonce une semaine plutôt sympathique, ensoleillée. Puis ce sera le journal de la rédaction nationale présenté ce soir par Catherine Matoche. Excellente soirée à tous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.